Bonjour à tous et bienvenue dans ce 17e épisode de l'Antre de la lecture où aujourd'hui je vais vous parler d'un excellent livre du nom de Malice de l'auteur John Gwynne qui fait partie de la série de Fateful and the Fallen. C'est parti! Quel plaisir ce fut de retrouver John Gwynne, qui, je le rappelle, est l'auteur de la trilogie de Bloodsworn Trilogy. Vous les voyez pas parce qu'ils sont très hauts dans ma bibliothèque et que ma caméra ne se rend pas jusque-là. Mais c'était l'auteur de Shadow of the Gods, que je n'ai pas parlé sur ma chaîne puisque je l'ai lu avant de commencer les vidéos. The Hunger of the Gods, son deuxième tome, que j'ai fait une vidéo dessus il y a quelques mois, que j'avais adoré, il a fait partie de mes coups de cœur, de 2024. Et également The Fury of the Gods, qui a fait partie de mon top 10 également de 2024. Et aujourd'hui, nous allons parler de Malice, son tout premier tome. Et il me semble que John Gwynne s'inspire de mon auteur préféré, sûrement de plusieurs autres, de David Gemmell. Et ça se ressent, surtout au niveau de la relation entre les personnages, tout le sens du devoir, de l'honneur, les guerriers imposants. Et on ne déroge pas de la règle dans The Fateful and the Fallen, puisque dans l'histoire, dans un monde appelé les Banished Lands, une ancienne prophétie refait surface. Une guerre entre les forces du bien et du mal approche, opposant les dieux Elyon, le bien, et Azeroth, le mal. Cette prophétie annonce le retour d'un dieu déchu et la venue d'un héros lumineux pour l'affronter. Donc on a le Bright Star et le Dark Star. On suit plusieurs personnages, mais surtout Corbin, un jeune garçon ordinaire du royaume de Arden. Il y a également Castel, qui est un personnage qui apparaît pas trop souvent, mais qui doit être important puisque John Gwynne, lui, ce qu'il a comme gimmick, c'est que chaque chapitre est le nom du personnage qui est central dans le chapitre. Donc il y a Cywin, la sœur de Corbin. Il y a Castel, un jeune noble ou un guerrier issu d'une famille noble qui est pas très mis de l'avant, qui a tué des géants, qui a une rivalité avec un cousin. Il y a également Veradis, qui est un homme issu d'une famille noble également, qui va se lier d'une amitié forte avec le prince Nather. Tandis que Corbin grandit et s'entraîne, le monde autour de lui commence à s'effondrer sous les trahisons, les manipulations politiques et l'apparition de créatures anciennes. Pendant ce temps, des rois, des reines, des sorciers et des guerriers commencent à prendre position. Certains veulent empêcher la prophétie, d'autres cherchent à la réaliser. Et ce fut ma seule lecture du mois dernier, puisque quand même, 628 pages, écrit tout petit, peu espacé. Ben, laissez-moi vous dire que c'était long, mais très épique, merci. Donc on est sur un A-, soit un beau 4.5 sur 5 étoiles. Pour un premier livre, c'était quand même impressionnant. Donc, excellent world building avec des légendes classiques. On a quand même le bien et le mal, des prophéties, mais c'est une base solide. Veux pas, tant que t'en fais quelque chose de bien avec ça, et John Gwynne a su exceller dans son écriture. On parle beaucoup des légions de Azeroth le méchant, ainsi que de ses anges déchus. Donc, on peut faire un lien avec Lucifer, Elyon, ça peut être Dieu. À un moment donné, on parle du moment où Elyon a déchiré la terre puisqu'il en avait assez de la guerre avec Azeroth et des manipulations qu'il a faites. Donc on peut faire des liens avec soit l'Apocalypse. Beaucoup d'affaires qu'on peut lier, que c'est toutes des affaires classiques qui reviennent dans plusieurs romans, mais que, comme je vous dis, il a adapté à sa sauce. Le début, même s'il prend beaucoup de temps à se développer, je trouve que c'est un développement très solide. On passe beaucoup de temps avec les personnages principaux, on apprend à les connaître, on apprend à connaître le monde qui les entoure. Et lors d'une chasse, Corbin, qui participe à cette chasse alors qu'il vient de rentrer dans les Rowan... Et boy, ça va être difficile à dire. Rowan Field, qui est une place où que les futurs guerriers s'entraînent, où les guerriers s'entraînent en général. Et lui, il a 14 ans au début du récit. Il va devenir un guerrier puis un homme dans les événements du roman. Et lors de cette chasse, il va tomber sur une meute de Wolven. Des Wolven, c'est des loups géants avec des énormes canines. Sur la couverture du livre, on voit une épée, où est-ce qu'au pommeau, il y a la tête d'un loup avec des canines
canine, ben c'est ça, un Wolven. Et il va découvrir cette meute qui va se faire massacrer par plusieurs chasseurs. Et à un moment donné, alors qu'ils sont sur le bord de tuer le dernier Wolven, un petit bébé, mais Corbin interfère, sauvant le petit louveteau. Il est très important de dire que Corbin est extrêmement empathique, gentil, et lorsque tout le monde veut absolument tuer cette bête, qui en fait est très dangereuse, mais Corbin demande à voir le roi, qui est un droit sacré. Je ne me rappelle plus c'est quoi le terme exact, mais peu importe la situation, si un personnage demande à voir le roi sous telle loi, ils n'ont pas le choix de lui accorder ce souhait. L'affaire, c'est que ça veut pas dire que son vœu va être exaucé, mettons. Donc pendant que le roi de cette région-là est absent, Corbin et sa famille vont rencontrer la reine en compagnie du Wolven qui est tout petit. Et lors du procès, on va dire, ou du hearing, ben Corbin réussit à convaincre la reine de sauver le petit Wolven. L'affaire, c'est qu'elle dit que Corbin et sa famille, parce que Tannen, son père, est un forgeron, mais qui élève des chiens de chasse, des affaires de même. Donc c'est à peu près similaire, sauf que Wolven, c'est beaucoup plus gros. Sauf que s'il est élevé comme tel, il devrait agir comme tel. Il devrait agir comme un chien de chasse, donc là-dessus, c'est risqué, mais ça va. Donc le deal qu'elle fait avec Corbin, c'est ton Wolven est sécure, personne va essayer de le tuer parce que tu as mon accord de l'élever. L'affaire, c'est que s'il fait un seul geste violent envers la moindre personne de ce royaume-là, il va devoir être tué sur le champ. Évidemment, elle accepte. Donc moi, c'est un excellent point parce que j'adore les animaux, j'adore les pitous, puis j'adore les loups. J'aime comment, du côté de Corbin, on suit des personnages qui ont quand même de l'honneur, chose très récurrente dans les écrits de David Gemmell. À un moment donné, il faut dire que Corbin a beaucoup de rivaux, et ces rivaux sont souvent jaloux, essayent de l'intimider, le bousculent, vu que c'est des guerriers et lui non. Mais à un moment donné, Corbin, il commence à être de plus en plus aguerri, développe une certaine expertise à l'épée, au combat, puisqu'il est entraîné par le Stable Master, le maître d'écurie en français, qui est Gar. Gar qui est froid, mais en même temps tellement gentil, accueillant, et qui entraîne Corbin comme si c'était son fils. C'est pas le cas, c'est pas un twist, là. En tout cas, pas où c'est que je suis rendu. Même s'il y a quelque chose de très mystique qui entoure Gar, mais on le sait pas encore dans ce tome-là. J'ai hâte de découvrir c'est quoi dans la suite. Et quand Corbin devient de plus en plus fort, ben il attire, veut pas, l'attention de ses ennemis, dont Rafe, qui est un guerrier qui a peut-être 1 an de plus que Corbin, et c'est tout. Et j'aime que, par rapport à l'honneur, justement, que l'un des épées du roi, qui est comme son garde d'honneur, là, maintenant il intervient pendant que Rafe, avec ses amis, insulte Corbin pour la 1000e fois à cause du Wolven, et qui veut absolument que Wolven, qui s'appelle Storm, soit expulsé ou tué. Mais Tool, l'épée du roi, intervient et dit défier Corbin, défier le Wolven, c'est défier la reine. Donc ça, j'ai trouvé que c'est un bon point. J'aime la profondeur des dialogues avec les personnages. C'est très épique, guerrier, avec parfois une touche d'humour qui fait vraiment du bien. C'est souvent léger, avec de la bonne action. C'est compliqué à lire parce que c'est des termes assez recherchés, très poussés, mais lorsqu'on s'y plonge, c'est vraiment une excellente lecture. Et la bataille finale est remplie de tension. Il y a le roi Owen qui débarque, qui est un roi d'un royaume voisin, qui croit que les forces du roi Brennan, le dirigeant des terres où c'est Corbin habite, a fait assassiner son fils dans son propre château, dans sa propre forteresse, il me semble. En fait, ça marche pas beaucoup en termes de château, c'est beaucoup de forteresses partout. Et il y a plusieurs complots, comme je vous ai dit dans le début avec l'histoire. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont portées à croire qu'il y a telle trahison alors que ce n'est pas vrai, c'est des coups montés, et le roi Owen est malheureusement victime d'une trahison, bien que ce n'est pas Brennan le coupable de la mort de son fils. Il y a des attaques surprises, des sièges, des alliés que l'on croyait alliés se retournent contre les leurs. Bon, on le savait que tel personnage était, je le dirais pas évidemment,
étaient des lâches, des traîtres, mais dans le récit, ils n'en savaient rien. C'était comme un coup d'état, un coup de surprise vraiment impressionnant. Des personnages attachants meurent, malheureusement. On le voyait venir à des kilomètres que tel personnage, évidemment, je ne le dirai pas, allait mourir. C'est des situations extrêmement dramatiques, mais si bien gérées qui donnent tellement envie de lire la suite. Et un problème avec les livres de fantasy en général, c'est que des fois, il y a des auteurs qui veulent trop en mettre dès le départ. Et c'est un problème avec Malice, c'est que il y a beaucoup trop de termes, de groupes, de royaumes, de rois, de personnages qu'on met tout d'un coup. Il y a plusieurs personnages principaux. Il y a Corben, Cywin qui est sa sœur, Castel, Veradis, Nather et plein d'autres. Ça, c'est sans compter les secondaires et ceux qui apparaissent juste pour apparaître. Parce qu'il y a beaucoup trop de personnages qui apparaissent, qui ont une importance parce qu'ils ont un nom, mais qui n'ont pas vraiment de rôle très important, même que souvent, t'es obligé pratiquement de soit t'es prends en note, soit t'as une mémoire de génie parce que tu ne peux pas te rappeler de certains personnages à moins que l'auteur fait des références à ce qui s'est passé, donc tu fais des liens. Au final, tu t'en sors avec un cerveau qui a de la difficulté à processer tout ça. Et comme je vous ai dit, il y a une rivalerie entre Rafe et Corben et c'est si redondant parce que l'auteur a fait en sorte que le personnage de Rafe est extrêmement désagréable et à chaque fois qu'il voit Corben, en plus il est entouré de bullies, donc il faut absolument qu'il se ramasse contre Corben, sa famille, l'insulte, le pousse et ainsi battre des alliés parfois. Il y a trop de rivalerie entre les deux. On voyait aussi que ça allait finir cette histoire-là, même très satisfaisante en fait, mais je trouvais que c'était un peu too much. C'est surtout en fait quand à la fin, durant le siège, alors que les portes de la forteresse sont fermées, que les armées de Brennan, le roi de ce royaume, avec Corben, sa famille, tout le monde sont enfermés, ils sont en train de manger. Ils réalisent qu'il y a peu de jours qui restent avant que les rations soient complètement vides. Et là, il y a Rafe qui décide à un moment donné, « Hey, je vais défier Corben en duel maintenant, devant tout le monde. » Alors qu'ils sont en pleine situation de siège, ça devrait être des alliés même si ça y est. Et c'est simplement parce que le Wolven Storm est parmi eux, il a dit que s'il y avait quelqu'un qui était blessé, ben que Storm devait être éliminée. Et à un moment donné, il y en a un qui est blessé à cause de Storm et elle est exilée durant quelques temps par Corben qui la chasse, qui veut pas qu'elle soit proche de lui parce qu'il sait qu'elle va être assassinée. Mais à un moment donné, ils se retrouvent et elle a comme pas le choix de le suivre jusqu'à leur forteresse et finalement ils sont enfermés. C'est là que Rafe a dit « Hey, c'est le moment là, faut que je défie ce gars-là en duel. » Mais l'affaire c'est que t'es assiégé, là. Calme-toi les nerfs un peu. Là. Ça peut attendre juste un petit peu. Moi, ça, c'est un point quand même important, en fait. Les différents royaumes, ils manquent cruellement de choses distinctes. Ils sont tous pareils. C'est tous des places avec une forteresse, avec un roi, une reine. La seule différence que j'ai pu remarquer, c'est que à certains endroits, les guerriers ont des capes de différentes couleurs. Tu sais, il n'y avait pas de terre comme agricole. Il n'y a pas de capitale plus riche que d'autres. Il n'y avait pas de royaume plus militarisé. Il n'y a pas de distinction entre les autres, c'était tout vraiment pareil. Et Castel, le troisième personnage principal de cette histoire-là, même s'il est attachant, puis en plus il est accompagné d'un homme qui s'appelle Makin, qui est comme son gardien parce que depuis que son père, sa mère sont morts, ben c'est lui qui s'en occupe depuis qu'il est tout petit, qui doit dealer avec Jaël, son cousin qui est fortement désagréable et qui est tout le temps en train de le menacer de vouloir le tuer. Ben il sert pas à grand chose dans l'histoire, là. Surtout avec la fin, je sais pas si ça va avoir un lien dans le deuxième. En tout cas, j'espère qu'il va y avoir une suite à ce qui s'est passé avec celui-là parce que il a pas servi à grand chose. Il était avec Veradis, qui est le bras droit du nouveau roi Nather, mais c'est pas mal tout. Il a pas servi à grand chose dans l'histoire, malheureusement. Mais sinon, excellente lecture. Ses points négatifs, c'est pour ça un A-, c'est que veut pas, il aurait pu mettre un petit peu plus d'accent sur les royaumes, moins de personnages, moins de noms compliqués de groupes, mais en bout de ligne, c'était
excellent et je recommande ce premier livre à tout le monde qui aime la fantasy. Bon, ben c'est déjà le bilan. On se retrouve dans quelques temps afin de parler d'une série que j'ai délaissée depuis quelques épisodes. Il s'agit de New Jedi Order, le 13e tome de la série qui s'appelle Traitor. Il va en rester 6 après celui-là. À date, j'ai 70 pages de lu, donc ça avance, c'est correct, c'est pas le pire, c'est pas le meilleur, mais au moins on avance encore. Tout de suite après ce livre, je vais lire un que j'ai tellement hâte de découvrir, The Hobbit par J.R.R. Tolkien, que je n'ai jamais lu avant. Cette version est très spéciale puisqu'il s'agit de la version illustrée. J'aimerais vous en montrer quelques-unes. J'aimerais ça voir Smaug. J'aimerais voir Smaug. Des belles images comme celle-ci. Ou celle-ci. Donc très hâte de découvrir. Je ne pense pas avoir le temps de lire un 3e livre étant donné que je m'en vais en vacances bientôt. Donc d'ici là, vous pouvez vous abonner, commenter, qu'est-ce que vous lisez en ce moment, liker cette vidéo, partager à votre famille, vos amis. Et on se retrouve une prochaine fois. Lisez des livres, passez une excellente journée. Salut!